10 mois des élections, on se retrouve à une quinzaine, et voilà, donc le sujet de discussion c'est celui-là, c'est se dire il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en face, quoi, voilà, que les habitants réagissent, voilà, François ne peut pas se présenter seul et gagner comme ça facilement, après tout ce qui s'est passé, les élections, de cette manière-là. Et là, on a parlé de démocratie participative. Ça fait déjà plusieurs fois que mais c'est un véritable effort pour moi de mettre ces deux mots juste à coller l'un derrière l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a trouvé plein d'adjectifs à la démocratie. Représentative, délibérative, participative, démocratie directe, démocratie liquide maintenant. A priori, ça sent mauvais, hein, du coup. Hein. Vous savez qu'on essaie sans arrêt de qualifier un mot comme ça qui, a priori, en soi, a tout ce qu'il faut. Hein. Démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de le qualifier. Hein. C'est que ça pue. A priori, hein, il y a un truc, il y a un loup, hein, du coup. Hein. Il y a des gens qui essayent de jouer avec ce mot-là. Hein. Donc voilà, c'est un peu l'objet hein, de ces conférences, mais on discutera tout à l'heure pour savoir si vous en êtes d'accord, mais a priori, il y a un truc qui n'est pas très clair, quand même, hein, sur le terme de démocratie. En général, je fais un petit jeu, en arrivant, je demande aux gens qui estiment être en démocratie. En général, les gens sont plutôt conquis, il n'y a pas trop de surprises. Les gens, en général, disent qu'ils ne sont pas en démocratie. Mais il y en a qui pensent être en démocratie. On vit en démocratie ou... Non? Ouais, maintenant que j'ai dit ça, c'est un peu compliqué de... C'est assez complexe. C'est assez complexe, ouais. Mais on en discutera. Avec plaisir. Il y a des degrés. Parce qu'il y a pire aussi. Il y a pire. On n'est pas content, mais il y a pire. Non, ouais. On n'est pas dans le 3e sous-sol, on est dans le 2e sous-sol, je suis d'accord. Donc voilà, donc démocratie, on reparle de démocratie participative, et puis on est quelques-uns à dire, c'est bon, hein, Ségolène nous l'a fait, François nous l'a fait, on va arrêter avec ça, quoi. La démocratie participative, on va arrêter d'en parler, on va le faire. Donc c'est la proposition que je me suis permis de faire dans ce petit groupe de 15. Donc la proposition consistait à faire la chose suivante, c'était d'organiser une première réunion publique et de se mettre devant les habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme ni candidat. Donc là, la moitié de la salle est sortie en nous traitant de débiles, voilà, qu'on allait passer pour des cons, et on est resté à 5-6 autour de cette idée un peu étrange de se présenter devant des habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme ni candidat. Alors une fois qu'on a dit ça, après il faut le faire. Donc voilà, donc j'ai quelques outils d'éducation populaire et avec ces outils-là, on peut animer des débats avec 200 personnes sans qu'il y ait de prise de pouvoir, c'est possible. Donc c'est ce qu'on a fait. On a préparé à une petite dizaine une réunion publique pendant laquelle les habitants allaient être invités à faire un programme et à réfléchir à de futurs candidats. Ce soir-là, c'est arrivé... Alors, j'y étais pas, moi je bossais ce soir-là. Je bossais avec le centre social. Donc, on discutera après tout à l'heure. J'étais la seule personne dans les 10 à avoir déjà animé des réunions publiques. Hein. Donc, il y a 9 ou 10 personnes qui se sont retrouvées, après une réunion de 3 heures avec moi, à animer une réunion publique qui a eu le succès qu'elle a eu. Hein, parce qu'on a gagné, au fait. J'ai pas de suspense, on a gagné les élections, hein, je vous le dis tout de suite. Donc cette première réunion publique qui a eu le succès qu'elle a eu et qui a permis d'aller jusqu'au bout après derrière. Donc pour vous dire que même si vous n'avez jamais fait d'animation, c'est jouable. Enfin c'est jouable, c'est même plus que jouable, c'est très très faisable. 120 personnes sont venues à cette réunion publique, donc toujours dans un village de 1200. Alors si les 120 personnes sont venues, c'est pas parce qu'on est d'excellents communicants, c'est parce que du coup c'est la curiosité, on est à 6 mois des élections. Vous imaginez bien que les gens se disent mais qui ose se pointer en face de François? Donc ça dans les villages, ça attire. Hein. Voilà. Donc les gens sont venus pour ça, pour voir un peu nos tronches, pour dire qui c'est. Et sauf que les gens ont été très surpris. Déjà dans l'installation de la salle, on n'avait pas vous voyez, la tribune avec un micro et puis la foule, hein, la plèbe. Non, les gens ont été invités à aller s'installer sur des tables. Et il n'y avait personne sur l'estrade, il n'y avait pas de personne en hauteur. Et le principe, c'était d'aller s'installer sur une thématique. Alors on a repris tout simplement les 7 grandes thématiques qu'on trouve dans la plupart des communes de notre taille, sociale, éducation, environnement, l'urbanisme, économie, enfin,
etc., etc. Et une 8e table qui s'appelait pas démocratie participative, parce qu'on s'était mis d'accord pour dire qu'on allait arrêter de dire ce mot. Je vais essayer d'arrêter de le dire d'ailleurs. C'est très compliqué de ne pas le dire démocratie participative pour se faire comprendre. Enfin, qu'on trouve, si on arrive à trouver ensemble un mot ce soir, je suis preneur. Démocratie. On tente. Et on a appelé ça développement du pouvoir d'agir. Pouvoir d'agir des habitants. L'idée c'était de faire le point sur où on en était en termes de pouvoir d'agir des habitants sur le village. Donc cette grande thématique, la 8e qui est celle-ci, donc 8 tables, et on proposait aux gens d'aller s'installer à une table sur le thème qui les intéressait. Donc les gens se sont installés. Et l'exercice qu'on leur a proposé, c'est de faire un diagnostic du village. Donc de décrire, de dire, d'exprimer les points faibles et les points forts du village. Ah oui, déjà, c'est chiant. Ah ouais, d'accord. Donc décrire les points faibles et les points forts du village sur chacune de ces thématiques. Donc chacun restait bien 2 heures sur une thématique. Hein. Donc ils allaient au fond de la thématique sur laquelle ils étaient installés et on leur demandait de faire un diagnostic de leur village. Donc ils ont fait ça pendant 1h30. Et ensuite, le deuxième exercice, c'était de ce diagnostic de tirer des orientations pour un futur projet municipal. Et pour un futur programme municipal, si toutefois une liste se mettait en route. Ils ont fait ça pendant 2h30. On s'est revu une deuxième fois, deuxième réunion publique, une centaine aussi. Donc là, ceux qui sont venus, c'était pas seulement par curiosité, c'est parce que du coup, ils avaient vécu la première. Et dans la deuxième réunion publique, il s'est agi de repartir des orientations et de tirer des projets concrets pour répondre aux enjeux du village qu'ils avaient déterminés lors de la première orientation. Tu suivez ? C'est simple, hein, c'est un exercice diagnostique, et puis ensuite... je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent nos hommes politiques ne vont pas jusqu'au projet concret. Ils s'arrêtent aux orientations. Pas tous, pas ici, parce que je sais qu'il y a des élus dans la salle, pas vous, mais beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup de futurs élus, d'élus, ne vont pas jusqu'à ce point de détail. Nous, on a souhaité aller jusqu'à des choses très concrètes. Les gens sont sortis émus de ces 2 réunions publiques. Émus parce que, ça ne vous raconte même pas comment ça on en a parlé au village pendant des semaines et des semaines. Quoi. Les gens se sont sentis entendus. Même plus qu'entendus, ils ont compris que leurs paroles, seules leurs paroles comptaient, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas de gens qui analysaient la parole des habitants, qui faisaient une synthèse de la parole des habitants. Non. La matière se sortait pendant les réunions, et la deuxième réunion reprenait simplement la matière de la première réunion. Il n'y avait pas de bureau de gens plus intelligents, ou avec un esprit de synthèse. Voyez. La matière a été construite pendant les réunions. Il ne s'est rien passé entre-temps. Et les gens l'ont compris, ça, ils l'ont senti. Et ça a créé effectivement cette émulation-là. À la fin de la deuxième réunion publique, qui devait durer 2h30, elle a duré, je crois, quasiment 5 heures, cette réunion. Elle a duré 5 heures parce que les habitants ont sorti 66 projets. C'est beaucoup, 66 projets. 66 projets sont sortis de cette réunion. Et on a fait un petit travail de priorisation qui nous a amené à 33 projets. Et ces 33 projets ont composé strictement notre tract de campagne. Rien d'autre. Les futurs élus n'ont pas écrit des projets. Les projets du tract de campagne sont sortis de ces réunions, et donc du coup de l'analyse des habitants. Rien d'autre. On a travaillé une petite charte avec les élus, avec les candidats. Une petite charte de valeur, mais qui était très très large. Tout ce qui était projet de village a été construit par les habitants. Alors là maintenant on a un programme. Je vous ai annoncé qu'on allait avoir des élus et un programme. On se présentait sans candidats et sans programme. Donc on va se poser la question des candidats maintenant. À la première réunion publique de mémoire, sur le groupe de 10, il y en avait deux qui sont aujourd'hui en poste. Deux élus. Il a fallu chercher les 13 autres. Et encore, ces deux-là ne savaient pas encore à l'époque s'ils allaient se présenter sur la liste. On est passé de 2 futurs candidats à 22 futurs candidats. Tout simplement, on a fait passer une feuille d'émargement où du coup les gens avaient le choix entre 3 cases. Première case, ce que vous faites c'est n'importe quoi, je ne reviendrai plus. Deuxième case, ça m'intéresse, tenez-moi au courant. Et troisième case, ça m'intéresse tellement que j'ai envie de rentrer sur la liste et vivre cette aventure avec vous. Donc on est passé de
2 ou 3 à 22 personnes qui ont souhaité vivre cette aventure en rentrant sur la liste. Ça ne se passe pas exactement comme ça non plus, d'habitude, dans la plupart des cas. Hein. François, lui, est allé chercher, il a été faire du porte-à-porte pour essayer de choper des colistiers. Puis on nous a raconté des petites histoires aussi. Hein. Apparemment, les gens disaient parfois « je ne vais pas avoir le temps de m'engager » et la réponse de François, c'était « t'inquiète, je m'occupe de tout ». Voilà. Nous, on n'a pas fait comme ça. Voilà. Et on a eu, voilà, lui a eu beaucoup de mal à réunir 14 personnes autour de lui, nous, on en avait trop. Donc on a un programme et on a des candidats. C'est pas mal en 2 réunions. Hein. En 2 réunions, on a un programme de campagne et 22 candidats. Alors ça, c'était fait. Après, on a fait une 3e réunion publique où on a présenté le programme et les candidats. 250 personnes. Peut-être certains l'ont vu, je ne sais pas si vous l'avez utilisé ici là, pour communiquer ici, l'espèce de photo en noir et blanc où tout le monde saute en l'air sur le... Ouais, alors c'était ce jour-là. C'était la 3e réunion publique avec la présentation des candidats et du programme. Alors, avant de présenter les candidats, il a fallu passer de 22 à 15. Alors, je ne sais pas si certains connaissent l'holacratie ou la sociocratie, c'est des méthodes d'animation. Et l'un des piliers de la sociocratie, c'est l'élection sans candidat. C'est ce qu'on a fait, à peu près. On avait quand même relativement peu de chances de l'emporter. Hein. Et ça a pris quand même, quoi. Et ça a pris quand même. Et on s'en est rendu compte vraiment avec toute cette énergie qu'il y a eu autour de l'aventure. On était 90 à faire la campagne, 80-90. Il y avait des gens qui gardaient les enfants, il y avait des gens qui faisaient à manger, il y avait des gens qui distribuaient des tracts. C'était incroyable, il y avait une énergie folle. François, on l'a croisé un soir tout seul en train de coller ses affiches, vous voyez, avec son pinceau, quoi. Il y avait une dynamique qui n'était pas exactement la même des 2 côtés. François n'a pas fait de campagne, par exemple. Il s'est permis de ne pas faire de campagne. Nous, on était sur la plage du marché tous les dimanches, on était dans la rue, on faisait des apéros de voisins. L'idée n'était pas de gagner la municipalité, on n'était pas obsédé par ça. L'idée, c'était de parler aux gens de cette nouvelle manière de concevoir la politique et la gouvernance. Donc, voilà, il s'est passé plein de choses. François a fait une réunion publique 2 semaines avant le premier tour, et une 2e réunion publique 1 semaine avant le premier tour. Tellement sûr de lui, tellement sûr de gagner. Dans le lot des 15, il n'y en a pas un qui a déjà eu un mandat. Aucun n'a eu un mandat électif avant. Les méthodes dans lesquelles je ne rentre pas en détail n'ont jamais été testées pour prendre le pouvoir dans une municipalité. On est des piniclés. Hein. On teste un truc, on tâtonne, on ne sait pas exactement où on va. Voilà. Et donc François l'a bien perçu, ça, il était persuadé que c'était gagné. Voilà. Donc on arrive au jour des élections, grande masse, ça se passait dans l'école du village, donc beaucoup de monde, 80% de participation, et on gagne à quasiment 57%, 56,8 ou 9. On a fait la braille. Hein. C'est là que le brasseur de bière commence à compter, là il était installé, et donc du coup là on a... Tout ce chemin est un chemin de fête, de joie et d'interconnaissance avec les gens. L'alcool n'est pas obligatoire, il est juste fortement conseillé. Non, très bien de ne pas boire, c'est pas bien en plus. Mais vous dire que ça n'a pas été un chemin sacrificiel. Si vous voulez vous mettre en route, vous ne mettez pas sur un chemin sacrificiel, ça va être l'enfer. Pour vous et pour les autres, quoi. Ça ne doit pas être du sacrifice. Voilà. C'est une aventure à vivre. Et c'est ce qu'on a vécu, et ça, voilà, moi j'ai découvert, j'ai rencontré plein de gens, même dans un village de 1200 habitants, vous vous rendez compte que vous connaissez vraiment pas tout le monde. Sur les 15, je devais en connaître 3. Il y a peut-être 3 personnes avec qui j'avais parlé avant. Et c'était la même chose entre eux. Hein. Donc c'est pas un groupe de potes qui s'est mis en route. Hein. C'est vraiment des gens qui se connaissaient pas, pour la plupart. Et on a appris à se connaître. Et on a appris à se faire confiance. Et c'est pour ça aussi que Vincent a quasiment eu l'unanimité dès le départ. C'est que les gens ont connu Vincent. Ils ne le connaissaient pas avant. Ils ont cheminé pendant 6 mois avec lui pendant la campagne. Et c'était une évidence que c'était lui. Voilà, donc c'est des gens qui ont appris à se connaître. Et ça a été un chemin de fête. Donc grosse bringue le dimanche, quand même. C'est quand même pas rien. C'est du boulot, hein. C'est un sacré taf, du coup. Hein. C'est beaucoup d'heures de rigolade, mais aussi de réfléchir, à se prendre la tête à ce qu'on fait, etc. On gagne les élections et ensuite, faut se mettre en route. Donc le principe, c'est que pendant les 6 mois de campagne, je vous l'ai dit, on ne parlait pas de démocratie participative, je l'ai redit. On ne parlait pas de démocratie, on la faisait.
Donc ce qu'on a fait pendant 6 mois, c'était censé être enfin c'est pas censé, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ce qu'on disait aux habitants, c'est que ce que vous allez vivre pendant 6 mois, c'est ce que vous allez vivre pendant 6 ans, si cette équipe est élue. Donc ces commissions thématiques, etc., c'est exactement de cette manière-là dont on fonctionne aujourd'hui qu'on est au pouvoir, maintenant qu'on est au pouvoir. Voilà. Donc il n'y a pas de surprise. Les 7 commissions thématiques dont je vous ai parlé, on les retrouve. Donc il y a 7 commissions thématiques qui fonctionnent aujourd'hui à Saillant, à peu près les mêmes. Il y a eu quelques ajustements parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des thèmes qui allaient plutôt ensemble, tout ça, mais en gros, c'est les 7 commissions qui sont toujours là. Au lendemain des élections, on a fait une mairie de porte ouverte. Donc la mairie est devenue la maison du peuple. Voilà, donc on a permis aux gens d'aller visiter la salle du conseil. 90% des Saillançons n'étaient jamais rentrés dans la salle du conseil. Et on a une petite salle de conseil qui est classée. Et voilà, donc, enfin, moi je ne l'avais jamais vu non plus avant. Donc on a invité les gens à venir s'inscrire sur les commissions thématiques. Donc les élus accueillaient les habitants et prenaient leur adresse postale, mail et téléphone sur les 7 commissions dont je vous ai parlé. On a eu 250 inscriptions ce jour-là. 250 personnes, on est toujours 1200 dans le village. Hein. L'arrivée massive, c'est après. Hein. Là, on était toujours 1200. Hein. 250 personnes sur 1200 sont venues s'inscrire sur des commissions participatives. Voilà. Et on a lancé ces commissions. Donc cette commission participative, les commissions thématiques. Alors le but du jeu pour les commissions thématiques, c'est de faire un diagnostic et de faire sortir de ce diagnostic 3 projets qui viennent répondre aux enjeux qui ont été déterminés pendant le diagnostic. Alors pourquoi 3? Parce que 7 fois 3 ça fait 21, et 21 projets d'habitants par an, ça fait déjà beaucoup. Voilà. Donc, ces commissions se réunissent a priori une fois par an, on fait un diagnostic et on sort 3 projets. Et ensuite, ces projets sont travaillés dans ce qu'on appelle des GAP, des groupes action projet. Rien à voir avec la ville. On aime bien GAP, mais c'est pas... Voilà. Donc des groupes action projet, donc là on est sur des projets très concrets, et donc ce sont des élus et des habitants qui travaillent autour de la réalisation des projets. Il ne s'agit pas de demander aux habitants de dire aux élus allez mener ces projets-là. On demande aux habitants non seulement d'avoir l'idée des projets, mais aussi de les mettre en place. Je vous donnerai les détails un peu des quelques projets qu'on a fait. Voilà, donc ça c'est les commissions thématiques, les GAP. Et je vais vous dire quels sont les personnages qu'on retrouve dans ces réunions. Les 4 personnages qu'on trouve sont l'habitant. Alors on va chercher les habitants concernés. Qu'est-ce que c'est qu'un habitant concerné? Un habitant concerné, par exemple, si on travaille sur la rue Bidule, nous allons chercher les habitants de la rue Bidule. Les habitants du quartier pavillonnaire, leur avis, on s'en moque un peu. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Alors si on travaille sur le centre-ville, sur la grande rue, chez nous on a une grande rue. C'est la rue de Saillant en fait, hein. Un peu sur la grande rue. Si on travaille sur la rue principale, l'avis de tout le monde nous intéresse parce que c'est une rue voilà, qui fait partie du bien commun. Si on travaille vraiment sur une zone particulière, on va faire l'effort vraiment d'aller chercher ces gens-là. Donc ce sont des habitants concernés. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher des habitants concernés? Parce qu'on mise beaucoup et on croit profondément en l'expertise d'usage des habitants, de chacun. La notion d'expertise d'usage. Le fait de, lorsque j'ai l'usage d'un bien, ou lorsque... Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, vous êtes expert de votre vie, chacun? C'est vrai, vous le savez vraiment? C'est rare, ça, hein? C'est vrai, dans la Loire, on sait qu'on est expert de sa vie, vraiment. Parce que, on essaie quand même de nous faire croire le contraire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des experts dans tous les domaines, hein, même dans votre relation de couple, dans votre relation de vous à vous, par exemple. Il faut un médiateur dans votre relation de vous à vous, hein, parce qu'il faut un expert. On a des experts dans tous les domaines. À tel point que finalement, vous n'êtes plus expert de rien. Quand vous êtes parent, vous n'êtes pas expert de vos enfants. Il y a des gens qui savent mieux que vous comment on éduque des enfants. Enfin, vous le savez, ça, vous le faites quand même remarquer régulièrement, ça. Voilà, donc on est dans un monde d'experts qui n'est pas sans intérêt. Hein. Le seul problème, c'est qu'on a poussé le bouchon tellement loin qu'on nous a retiré toute forme d'expertise. Et ben nous, on remet ça sur la place, quoi. Donc lorsqu'on est dans un village et qu'on partage un village, un quartier, une ville, on partage un commun, qui est ce village, ce quartier, cette ville, cette rue. Et donc c'est notre commun.
Et les gens qui ont l'usage de ce commun sont les experts de ce commun. Voilà. Le politique, ah oui, ça je ne voulais pas dire en introduction, ça c'est ça. Alors qu'on soit d'accord sur un truc, si je vous dis que le politique c'est les habitants, c'est pas les élus. Les élus sont les représentants du politique. Ça va avec ça? Pour les élus, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je sais pas où ils sont. Je préfère pas le savoir d'ailleurs. Mais voilà, ce que je viens de vous amener, c'est de vous dire que les habitants sont politiques. Et même dans une démocratie représentative, on a des représentants qui sont des représentants du politique, représentants des habitants. Voilà, ça change un peu la donne. Rien qu'avec ça, déjà, on peut s'amuser pendant un petit moment. Donc un représentant, c'est quelqu'un qui écoute et qui met en œuvre. C'est pas quelqu'un qui pense à la place d'eux. C'est pas quelqu'un qui a des belles idées et des bonnes idées. Non, c'est quelqu'un qui écoute. Et qui a une vision un peu générale, parce que du coup, il est là quand même au quotidien sur la gestion des dossiers, et qui est capable du coup d'apporter une expertise, puisqu'il a une vision un peu générale de la gestion de la commune, puisqu'il n'est pas seulement sur l'urbanisme, sur l'économie, voilà, il est en capacité du coup de vous apporter une vision générale. Mais cette capacité-là ne doit pas écraser le politique, c'est-à-dire écraser les citoyens. Et c'est malheureusement ce qui se passe un peu partout, et même dans des échelles très locales. Alors là, j'ai fait un sacré détour, du coup, je ne sais plus du tout ce que je vous racontais. 4 personnages principaux, bien vu, merci. Le premier, c'était l'habitant concerné. Donc on se base sur son expertise d'usage, et l'expert et le politique, c'est lui. D'accord ? Le deuxième personnage, c'est l'élu, qui est systématiquement présent dans toutes les commissions participatives. Donc les GAP ou les commissions thématiques, l'élu est toujours là. Vous voyez, souvent, dans les DUPOP, on est souvent un petit peu dans ces travers-là, c'est-à-dire qu'on accompagne des groupes d'habitants un peu contre le pouvoir en place. Vous voyez, une espèce de... Voilà, on dissocie les deux. Ben, nous, non, on ne dissocie plus les deux. Nous. Les habitants et les élus travaillent ensemble. Voilà. Ça change un petit peu tout. Le troisième personnage, c'est l'expert technique. Donc on peut avoir besoin, et on a souvent besoin d'experts techniques sur les questions d'urbanisme, etc. Il y a des gens qui ont un savoir-faire qu'on n'a pas, nous, habitants lambda. Donc voilà. La seule différence, c'est qu'ils parlent au moment où on leur demande de parler. Et en général, pas au début. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des commissions soi-disant participatives, vous avez un expert qui prend la parole pendant 1 heure et qui vous écrase déjà tout. Hop, et à la fin, il vous demande si vous avez des questions. Non? Ah, je suis surpris. Voilà. Donc, nous, l'expert technique intervient lorsque lui demande d'intervenir et pour faire vivre le politique. Voilà. Et il n'écrase pas le politique. Et le quatrième personnage, c'est l'animateur. Donc ça, c'était un peu mon boulot, et c'est le boulot de pas mal de gens, d'une quinzaine de personnes bénévoles assaillants, qui n'avaient jamais fait d'animation de leur vie. Donc on a une quinzaine d'animateurs bénévoles. Donc l'animateur, son rôle, c'est de faire en sorte que chacun reste à sa place. Habitant, qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir, élu, que l'élu ne prenne pas de pouvoir non plus là-dessus, que l'expert reste bien à sa place, etc. Et son boulot, c'est de tenir un fil, le fil de l'animation, du début à la fin, et d'aboutir aux objectifs qu'on s'est donnés. Donc l'animateur fait ça. C'est un rythme qui est presque militaire, hein. C'est minuté, il y a des techniques, il y a plein de consignes. Par exemple, une des règles que dit l'animateur, c'est « vous n'avez pas le droit de vous couper la parole, mais moi je peux le faire ». C'est gonflé quand même, hein, du coup, hein, il y a une espèce de... Moi je peux le faire parce que si je le fais, c'est parce que il y a une prise de pouvoir, parce que vous respectez... Enfin voilà, moi je peux le faire parce que j'ai une animation à faire vivre pendant 2 heures. Mais la contrepartie de tout ça, donc l'animateur a bien évidemment un pouvoir sur la méthode, et un pouvoir fort sur la méthode. La contrepartie de ça, c'est qu'il n'intervient jamais sur le fond. Donc il n'a aucune idée, il n'a rien à dire sur le fond des sujets qui sont discutés. Il n'a pas d'avis. Et s'il en a un, surtout, il ne l'exprime pas. Voilà. C'est un peu le deal qui est passé avec les participants. Je suis garant de la méthode, et je vais bien vous le faire comprendre que je suis garant de la méthode. C'est vraiment moi qui vais vous conduire, mais par contre, j'interviens jamais sur le fond. Voilà les 4 personnages qu'on retrouve dans chacune de nos réunions. On en est aujourd'hui à, ça fait un petit moment que je compte plus, mais on en est à plus de 100 réunions participatives depuis le début de la mandature.
nos élus sont crevés. Ils sont vraiment, enfin voilà, ça vous imaginez, plus de 100, alors ils ne viennent pas tous à toutes les réunions, ils viennent aux réunions qui les concernent, mais ça fait quand même beaucoup de travail. Les gens, est-ce que les gens viennent et continuent à venir Les gens viennent en fonction du sujet. Je ne sais pas si vous avez compris, toute l'énergie qui est assaillante, c'est de faire en sorte que les sujets de ces réunions sont déterminés par les gens eux-mêmes. Personne ne détermine à leur place les sujets sur lesquels ils vont travailler. Ce sont les habitants qui nous disent les sujets sur lesquels ils veulent travailler. Et ensuite, on travaille dessus. Pot de fleurs, il y a eu tout un programme où on pouvait adopter un pot de fleurs. Donc on a une vingtaine de pots de fleurs immondes. Ceux qui sont venus me voir l'ont vu, parce qu'ils sont moches, hein, ces pots de fleurs. C'est des grands pots de fleurs comme ça. Couleur pot de fleurs en plus. C'est là où ils sont cons. Enfin, couleur pot de fleurs mais en plastique. Alors vous voyez ça de loin, vous dites « Ah, sympa !» Puis vous vous rapprochez, c'est un pauvre plastique orange, un peu pourri. Mais ce sont des habitants qui ont choisi ça. Donc, et d'ailleurs, il y a une petite histoire là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui râlaient, franchement, enfin, moi je trouve ça moche, hein, je trouve ça plutôt moche, mais on s'en fout que ça soit moche finalement, c'est des gens qui l'ont choisi. Et il y a des gens qui disaient, putain, c'est laid, vraiment, idée vraiment idiote. Et les gens ont répondu, c'était peu de temps après les gens ont répondu, est-ce que tu étais là à la réunion? Non? Ta gueule. Voilà. Et j'aime bien cette réflexion. Alors c'est un peu simpliste, c'est un peu raccourci, mais c'est l'idée de se dire que toutes ces commissions sont ouvertes et que si vous êtes intéressé pour la mise en place d'un projet, vous avez toute la place pour aller intervenir sur ce projet-là et aller le conduire. C'est pas complètement satisfaisant en termes de démocratie et on discutera, là on est en train de réfléchir à une nouvelle méthode. Surtout pour des projets qui vont impliquer l'ensemble du village, on ne peut pas dire qu'un groupe de 15 peut mener un projet et prendre des décisions pour 1200, c'est pas possible. Voilà. Alors on est un peu dans ce travers-là et on essaie de trouver des solutions pour y répondre. Vous voyez par exemple l'extinction des feux, c'est vraiment un groupe de 15 qui a travaillé là-dessus. Ils ont fait des trucs super intelligents, hein. Extinction des feux vachement plus tôt pour la nuit des étoiles et pour Halloween. Par contre les bringues, on a beaucoup de bringues assaillants. Vous avez peut-être déjà compris ça du coup. Ouais. Les lumières qui s'éteignent plus tard, des différences quartier par quartier, saison par saison, enfin ils ont vraiment fait un truc super construit. Mais ça a été après imposé quoi. Et peut-être qu'il aurait fallu faire un petit référendum là-dessus. Peut-être qu'il aurait fallu faire... enfin, voilà. Il aurait peut-être fallu imaginer autre chose pour éviter qu'un groupe de 15 qui s'investissent et qui prennent des décisions qui impliquent... Je vous invite, quand vous mettrez en route, à ne surtout pas négliger les problèmes de crottes de chien. On a le droit d'être expert des crottes de chien devant chez soi, pendant un temps, avant d'être expert de sujets beaucoup plus politiques et beaucoup plus ambitieux. Et il faut commencer par la crotte de chien. Il faut commencer par ce qui intéresse les gens. Lorsque les gens viennent dans une réunion, ils ne viennent jamais portés par l'intérêt général. La personne qui vous dit ça est un menteur. Voilà, ou quelqu'un ou un malade. On n'est pas porté par l'intérêt général de manière naturelle, c'est pas vrai. Lorsqu'on vient dans une réunion, on est porté par un intérêt particulier. Voilà. Et toute démarche participative ne saurait se construire sans entendre et sans construire à partir de ses intérêts individuels. Si vous passez à côté des intérêts individuels des gens, vous passez à côté de toute dynamique participative. Donc il faut passer par là. Et des fois, quand vous faites des réunions, et ben voilà, très intéressant parce qu'on parle de crotte de chien. Et ben il faut accepter ça. Et ma croyance à moi, c'est que les gens montent en compétences. Et plus on va avoir à se croiser, et plus on va avoir à échanger, et plus on va s'éveiller. Ma conviction, c'est que des gens qui votent Front National sont tout à fait en mesure de travailler avec des gens qui votent Front de Gauche, PS ou les Républicains. On est tout à fait en capacité de se mettre d'accord sur la gestion des crottes de chiens, qu'on vote Front National ou Front de Gauche. On est même capable de se mettre d'accord sur un PLU, qu'on vote Républicain ou qu'on vote Front de Gauche ou FN. Voilà. 99% des affaires de notre village n'ont strictement rien à voir avec cette étiquette politique. Et je n'ai pas peur de travailler avec des gens qui votent Front National. Et j'ai une conviction profonde, c'est qu'on a plutôt tendance, lorsqu'on brasse, lorsqu'on échange, et qu'on travaille ensemble, à plutôt aller monter vers la lumière. Pour moi, le Front National, c'est l'obscurantisme, c'est la peur, c'est les préjugés. Lorsqu'on se rencontre et qu'on travaille ensemble, on a plutôt tendance à s'ouvrir et plutôt aller vers la lumière. Ça, c'est ma conviction profonde dans l'espèce humaine. C'est assez récent.
Avant, j'y croyais pas du tout à ça. Voilà. Mais plus je fais de l'animation et plus je croise des gens, et plus je m'aperçois que les gens ont effectivement tendance à monter vers et aller vers des valeurs humanistes. Voilà. Donc ce que je vous propose là en termes de méthode, c'est non seulement une reprise de pouvoir, mais c'est aussi permettre à des gens de sortir de l'obscurantisme. Ouais, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu le chemin d'éducation populaire, hein, j'invente rien en vous disant ça, hein. Mais l'idée c'est de le mettre en œuvre. Et donc les 30 ou 35% de gens qui votent Front National sont tout à fait capables, après un mouvement comme ça, de voter autre chose. Après, je reviens tout de suite après sur le Conseil des sages. Les 3 piliers de notre aventure, c'est la transparence. Donc on a un élu qui était très à cheval sur cette question-là. Effectivement, la première étape, avant toute forme de participation, c'est bien évidemment la transparence et l'information. Donc la première chose qu'a fait l'équipe en arrivant, ça a été d'installer des panneaux d'information partout dans le village. De faire un site internet, de faire une lettre d'information, papier, pour ceux qui n'ont pas accès aux lettres. Voilà, donc il y a un vrai effort sur l'information. Alors on ne sait pas toujours tout, etc., mais les gens qui disent qu'ils ne sont pas informés sont vraiment des gens de très mauvaise foi. On en a. Ils sont en général à la terrasse du bar des sports. Mais du coup, vraiment un gros effort en termes d'information. Le deuxième pilier, donc transparence, premier pilier. Deuxième pilier, la participation des habitants, c'est ce que je viens de vous raconter. Troisième pilier, la collégialité. Je vais aller assez vite là-dessus, parce que je ne suis pas élu. Mais quand même, juste vous dire que les élus travaillent tous par binôme. En gros, 7 commissions participatives, vous vous rappelez? Il y a un binôme de 2 élus par commission. 7 fois 2, ça fait 14. Et en gros, le 15e, c'est l'élu de l'opposition. En gros, voilà. Je vous raconterai aussi l'opposition. Ou pas, si vous me posez des questions ou pas. Donc, aucun élu ne peut prendre une décision seul. Aucun élu ne peut prendre une décision seul. Surtout pas le maire. Je dirais même qu'aucun binôme ne peut prendre une décision seul. Vous avez dans les fonctionnements municipaux habituels, vous avez ce qu'on appelle les, je ne sais plus comment ils appellent ça, conseil exécutif, bureau exécutif, bureau des adjoints. Donc vous avez le maire et ses 2 ou 3 principaux adjoints qui, avec le secrétaire de mairie, préparent les séquences du conseil municipal. Vous savez comment ça se passe, le conseil municipal? C'est à peu près comme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lorsque le maire propose quelque chose, les gens de la majorité lèvent la main pour approuver ce que dit le maire, et les gens de l'opposition lèvent la main lorsqu'il s'agit de voter contre. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu plus fin dans nos petits villages, parce qu'on arrive à avoir des fonctionnements un peu plus intelligents que ça, mais en gros, notre démocratie, c'est ça. Voilà. Et en général, comme c'est le maire et ses adjoints qui préparent les ordres du jour du conseil municipal, on se retrouve avec une instance qui est un peu vidée de son sens. Hein. Vous voyez, les choses sont un tout petit peu déjà décidées à l'avance. Hein. Donc tous les dossiers sont gérés par 3 à 4 personnes et le secrétaire. Chez nous, tous les élus se rencontrent tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, de 20h à 23h, j'y étais hier soir, les élus se rencontrent et discutent pendant 3 heures de l'ensemble des dossiers du village. Ce qui fait que même un binôme ne peut pas prendre de décision seul. Un binôme d'élus ne peut pas engager de projet tout seul. Et en général, le boulot de ces élus, c'est comme ils ont participé aux commissions participatives, vous vous rappelez le fil? Lorsqu'ils viennent le jeudi soir, ils racontent ce qui s'est dit et ils racontent les projets qui sont en train de se construire avec les habitants. Et ce qui fait que s'il y a les autres élus qui à un moment donné leur disent c'est pas un projet prioritaire, c'est un projet qui coûte trop cher, ou ça rentre pas dans la ligne de ce qu'on veut faire, etc. Ça peut arriver, du coup, des choses comme ça. L'élu vient redescendre aux habitants. Bah écoutez, on a un problème avec notre projet. Enfin, ça peut arriver, je crois que c'est pas vraiment arrivé, mais en tout cas, il peut dire aux habitants, bah, il va falloir qu'on modifie un peu notre projet, parce que ça va coûter trop cher, on n'a pas les moyens, parce que ça va pas être prioritaire, on a d'autres choses à faire, parce que la salle des fêtes, c'est un peu... Enfin, voilà. Donc il y a ces allers-retours permanents entre les élus et les habitants. On n'a pas renversé le système, nos décisions se prennent au conseil municipal. Nos commissions participatives ne sont pas décisionnaires. Ce sont des instances de construction, de montage de projet. Ce ne sont pas des instances décisionnaires. La décision se prend au conseil municipal. Mais comme il y a des allers-retours permanents entre les élus et les habitants et qui travaillent ensemble, il n'y a pas de surprise au conseil municipal. Voilà. Donc collégialité, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur la collégialité? Par exemple, ils ont trouvé un système pour permettre à tous les adjoints, c'est que des adjoints, il n'y a pas de conseillers. En fait, la question, c'était de se dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait des élus qui touchent une indemnité et d'autres qui n'en touchent pas.
Donc ils sont allés voir le secrétaire de mairie en disant tu te débrouilles avec la loi, mais tu nous fais un truc légal bien sûr, et qui nous permet à tout le monde de toucher une indemnité. Et en fait le truc c'était qu'il faut que chacun ait une compétence. Et ben c'est ce qu'ils ont fait du coup. Donc chaque binôme a une compétence, donc tous les élus ont une compétence, donc tous les élus touchent une indemnité. Voilà, donc on a divisé du coup les indemnités par le nombre d'élus. Sauf le maire passe beaucoup plus de temps que les autres hein, quand même à la mairie. Hein. Donc vous voyez, on n'a pas complètement, on a un maire quand même, hein, on a quand même quelqu'un à la mairie qui passe quand même beaucoup de temps. Et cette personne-là est passée à mi-temps, donc il est veilleur de nuit à mi-temps maintenant. Voilà, donc il touche une indemnité qui est un peu plus importante que les autres parce qu'il a fait ce choix-là. Je me rends compte, je ne vous ai pas du tout regardé vous ce soir. Bah oui, parce que du coup, je suis très embêté avec ce micro. Et vous voyez, quand je tourne la tête, ça passe pas du tout dans le micro. Vous non plus, je vous ai le bonsoir aussi. Bonsoir. Ouais, il aurait peut-être fallu que je change de chaise, plusieurs. Ouais. Eh oui, j'ai pas pensé. Je suis tellement pas habitué que j'ai pas pensé. Trop tard. J'ai quasiment fini. Donc les indemnités ont été réfléchies comme ça. Voilà, sur la collégialité, voilà ce que j'avais à peu près à vous raconter. Le Conseil des sages. Le Conseil des sages. Alors, on a fait un instant de travail avec les élus, pas les futurs élus, les candidats. On a redessiné notre schéma municipal. Il y a un schéma municipal assez classique qu'on retrouve un peu partout. Et nous, on l'a retravaillé. Et je les ai fait travailler, en fait, j'ai découpé des petites bandelettes avec tout ce qu'on retrouve sur un schéma municipal. Le conseil municipal, le bureau exécutif, les adjoints, les habitants, etc., etc. Et j'ai demandé ils sont mis en 6 équipes de 4, ou 5 de 2, je sais plus. Et ils sont mis par petits groupes, et ils ont du coup chacun monté leur schéma municipal, en collant des petites bandelettes. Et ils avaient le droit des bandelettes vierges aussi. Et il y a un groupe qui a mis sous cette bandelette vierge, du coup, à une espèce d'instance de contrôle. Ça a failli s'appeler Politburo. Bureau politique, mais là c'est quand même pas très terrible. Et on a appelé ça Conseil des sages, qui est pas terrible non plus, parce que ça existe, les conseils des sages. Je sais pas si j'ai pas une gueule de sage, déjà. Et les conseils des sages, c'est souvent des conseils d'anciens qui sont un peu garants de la tradition du village, etc. On n'est absolument pas garant du tout de la tradition du village. Hein. Pas du tout une tête de tradition non plus, hein, je pense, pas du village du coup. Donc nous, notre boulot, on a 4 missions. On a une mission de veille. Donc on va dans toutes les instances participatives et on veille à ce que la démarche participative soit bien respectée. Donc que l'animateur n'intervient pas sur le fond, que l'élu reste bien à sa place, etc., que les méthodes sont toujours actives et que ça fonctionne, que les habitants continuent à participer, s'ils ne participent pas, on se pose la question du pourquoi, etc., etc., etc. Donc c'est une instance de veille on dit constructif et bienveillant parce qu'il ne s'agit pas d'aller tacler les élus, il s'agit de les soutenir. Donc lorsqu'on observe un dysfonctionnement, on va voir les élus et on réfléchit ensemble à comment résoudre ce dysfonctionnement. Donc la mairie porte ouverte, c'est une idée du Conseil des sages. Voilà, on réfléchit à des méthodes comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une nouvelle méthode. Si vous avez une question là-dessus, quelqu'un peut retenir cette question-là ? Voilà, donc on est en train de réfléchir à des nouvelles méthodes participatives, puisqu'on s'aperçoit que la modalité de petit groupe, tout ça, ne permet pas à tout le monde de participer. Voilà, donc on est là-dessus. Donc veille sur la dimension participative. La deuxième chose, c'est qu'on accompagne et on forme les animateurs bénévoles. Le groupe de 15-20 animateurs, voilà, on se voit 2 ou 3 fois par an et on se fait des petites séquences de formation. La troisième mission, c'est une mission d'évaluation. Donc on travaille avec un chercheur, et là ça y est, on a fait passer les questionnaires, on a fait passer 233 questionnaires en porte-à-porte avec des habitants. Et les questionnaires consistaient essentiellement à vérifier que les gens avaient bien toutes les informations sur les différentes instances et d'avoir leurs sentiments sur la manière dont fonctionnait la mairie. Donc on a fait 200, ça fait beaucoup, 233 questionnaires, avec des rues prises au hasard en fait. Hein. Donc on est dans une rue, puis on prenait tous les habitants de la rue. Donc on n'allait pas voir les copains et les sympathisants. Et la quatrième chose que fait le Conseil des sages, c'est ça, les SMAges. Donc l'idée c'est qu'on cherche la pandémie. Hein. Pas seulement les SMAges, c'est la pandémie qu'on cherche. Hein. Du coup, 36 000 listes participatives en 2020. Donc faire en sorte que ce modèle ne soit pas recopié, parce que je vous dis c'est débile de recopier un modèle, mais que ça puisse servir d'inspiration pour des élans dans plein de petites communes en France. Comment il est nommé le Conseil des sages ?
par tirage au sort. Alors au début, c'était lot de consolation. On est passé de 22 à 15, et puis finalement à 12, puisqu'on a gagné à 57%, donc on a 12 candidats qui ont été élus, 12 élus de la majorité, 3 de l'opposition. Donc les 10, leur lot de consolation, c'était le Conseil des sages, et puis moi qui étais animateur, on m'a proposé aussi le Conseil des sages. Donc au début, ça a été ça. Et puis ça a vite écrémé parce que les gens n'étaient pas très intéressés. On n'intervient jamais sur le contenu des dossiers. La plupart des gens qui étaient sur la liste des élus, qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas été élus, ce qui les intéressait quand même davantage, c'était quand même beaucoup les contenus des dossiers. Donc les gens sont gentiment sortis du Conseil des sages parce que ça ne les intéressait pas. Et là maintenant on est repassé, donc on est descendu à 4 et maintenant on est à nouveau 12. Et donc c'est tirage au sort après appel à candidature. Donc on fait une réunion où on explique aux gens. On fait une réunion où on explique aux gens ce qu'on fait, l'émission, et ensuite on fait un tirage au sort en respectant la parité de genre. Voilà, donc on est 6 garçons et 6 filles. Au Conseil des sages. Alors moi j'ai une question en lien, disons que dans ma propre expérience d'engagement, je m'aperçois que aussi joyeuses soient les expériences collectives, je les vis en général beaucoup mieux quand je suis dans des périodes de chômage et que je ne cherche pas de travail ou un temps partiel et un travail dans lequel je suis peu engagée. Du coup, je me demandais quelle était l'activité des personnes qui étaient élues. Est-ce que c'est des personnes qui étaient... Enfin, quelle disponibilité en termes de temps elles étaient en capacité de mettre pour pouvoir faire ce travail. Voilà. Je pense qu'on a 3 ou 4 retraités. Tous les autres sont en activité. Donc on n'a pas de... On n'a personne au chômage, je crois pas. Non, ils sont quasiment tous en sur les 12 de la majorité. Je vois 3 retraités et 9 actifs. La question se pose aussi pour les habitants, la disponibilité des habitants. Il n'y a pas 50 000 solutions. La solution que je vois, effectivement, j'ai beaucoup de copains et je m'engueule avec certains d'entre eux. J'ai arrêté de les taquiner là-dessus. Il y a beaucoup de gens, des gens de ma génération, qu'on voit très peu. Les 25-45, là, on les voit très très peu dans les réunions. Et pourtant, c'était des gens qui étaient très présents pendant la campagne. Et du coup, l'argument, c'est de dire, entre le boulot, la famille, les enfants, j'y arrive pas. Alors, de temps en temps, je les taquine un peu parce que je fais à peu près la bringue 3 ou 4 fois par semaine avec eux. Donc, voilà, c'est des choix, quoi. Hein, dis pas que t'as pas le temps, dis-moi que tu fais des choix. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a un vrai problème là-dessus. Et l'une des solutions, c'est de bosser moins. Hein. Je veux dire, la baisse du temps de travail, maintenant, il va falloir commencer à réfléchir de manière sérieuse, quoi. Je veux dire, le partage du temps de travail et de consacrer 7 heures par semaine à la vie de son village ou à la vie de son quartier, ça devrait être obligatoire. Et ça devrait faire partie du contrat qu'on a. Voilà. On bosse 28 heures et on consacre 7 heures de sa vie, ou 6 heures de sa vie. Combien il faut arriver à 35, ça fait 7, c'est ça? Et on consacre 7 heures de sa vie à l'organisation de son village, de son quartier. Pour moi, ça devrait être la règle. On n'y est pas. Non, on n'y est pas. On va plutôt repasser à 39. Donc voilà, donc il y a le problème de la disponibilité qui est un vrai souci et qui pourra se résoudre que de cette manière-là. Voilà.